J'ai une excellente nouvelle. Cet épisode est sponsorisé par Apnea, le nouveau spécialiste de vente de matériel d'apnée en ligne. Vous pouvez y retrouver des bipalmes Motion Off, des monopalmes 7 Composite, des masques C4 ou encore des lunettes Evolve sur apnea.com. Avec le code APNEYA5, vous pouvez acheter ce dont vous avez besoin pour vous immerger avec confort et avec 5% de réduction. Bref, on arrête la publicité ici, mais merci tout de même à Greg, le cofondateur d'apnea.com, de croire en ce podcast et de le sponsoriser. Allez, let's dive! Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. France Apnée dispose d'écoles présentes sur les plus beaux lacs alpins, le lac Léman, le lac du Bourget, le lac d'Annecy, mais également Tignes, Courchevel et Montrion pour l'apnée sous glace. France Apnée se distingue par son expertise en eau froide, idéale pour progresser toute l'année. Formation Motion Off et AIDA jusqu'au niveau 4, coaching personnalisé et entraînement sur des bateaux équipés. France Apnée propose aussi des initiations et des sorties snorkeling pour découvrir les magnifiques lacs alpins, que vous soyez en famille, débutant ou confirmé. Plus d'informations sur france-apnée.com. Salut la Freediving Family, c'est Julien Moreau. Nous nous retrouvons pour un épisode avec Pierre Frolat. Il s'agit du premier chapitre. Vous pourrez retrouver le deuxième dimanche prochain. J'ai voulu interviewer Pierre Frolat après avoir discuté 2h30 avec Claude Chapuis, l'un des pères fondateurs de l'apnée moderne et de l'association AIDA. Vous pouvez le retrouver dans l'épisode 24 et 25. Claude, il m'a parlé de l'époque du jeune Guillaume Néry, des records en no limite de Loïc Leferme et des records du modégasque Pierre Frolat en immersion libre ou en variable. À l'époque, tout était à créer, les premiers stages d'apnée profondeur, les premières règles de sécurité, les premiers règlements de compétition, les premiers championnats du monde. Je voulais continuer de creuser et de comprendre les débuts de l'apnée moderne en France, car c'était vraiment l'aventure. Une aventure forte et collective, rappelant fortement le Grand Bleu, où les personnages de fiction de Luc Besson pourraient prendre vie. Le Grand Bleu dans la vraie vie. C'est ça l'époque de Frolat, Leferme, Chapuis. Et puis comment pouvons-nous comprendre notre sport aujourd'hui si nous ne comprenons pas notre passé? Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour ce 26e épisode de la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Pour introduire Pierre, je vous propose de plonger dans quelques extraits de reportages le concernant. Et Pierre Frolat sait de quoi il parle. Derrière le moniteur trublion se cache un sportif de haut niveau. Pierre a été 3 fois champion du monde d'apnée libre. Sans palme et à main nue, depuis l'âge de 19 ans, Pierre apprend à tutoyer les profondeurs de l'océan. 64 mètres, 70 mètres, puis 80 mètres. En 2004, à l'aide d'une gueuse, il descend jusqu'à 123 mètres et établit le record du monde. L'homme poisson cherche toujours à dépasser ses propres limites. Et puis un jour, il décide de reprendre son souffle et de vivre autrement. Il y a 2 choses vraiment qui m'ont attiré. La première, c'est la liberté totale. C'est vaste, c'est calme. Et de l'autre côté, c'était un moyen très très intéressant de savoir qui j'étais. Vous lui passez le panneau d'arrivée. On l'applaudit, c'est Et puis il y a un moment, un record, 2 records, 3 records, 4 records. Et puis quoi, tu vas faire ça toute ta vie. Puis un jour, tu ouvres les yeux sous l'eau. Tu vas rencontrer des mérous, des dauphins, des requins, des baleines. Et le monde de l'apnée s'ouvre complètement à toi. Et la 3e étape, celle dans laquelle je suis maintenant, c'est de dire « Ok, sachez que ça existe, vous venez avec moi pour voir comment c'est. » Pierre Frolat, le pirate des abysses, c'est maintenant sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Salut Pierre. Salut Julien. Et bienvenue sur la Freediving Family, ça me fait super plaisir de te recevoir. La première fois que j'ai entendu parler de toi, c'est quand j'arrivais à la nage à Monaco. Et j'étais dans un restaurant, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est le Five Star ou le All Star. Et là, je regarde juste au-dessus de ma tête, il y avait une gueuse Red Bull. Ah oui. Et je crois que c'est ta gueuse que tu as utilisée pour ton record à 123 mètres en poids variable.
C'est ça. C'était donc le restaurant, c'était le Stars and Bar. Voilà, Stars and Bars. T'es Voilà. arrivé à la nage à Monaco, mais comment ça se fait que tu sois arrivé à la nage à Monaco? Ah, c'était pendant un projet en 2018, c'était Marseille-Monaco à la nage, et je faisais un tour de France D'accord. Ok. pour aller dans les écoles. Et puis je me souviens, j'étais dans un état complètement second, euphorique et en même temps nostalgique des journées de nage que j'avais passées. Et là, je bug sur cette gueuse et je repense au Grand Bleu et je me dis, mais ouais, putain, les Monégasques, c'est vrai que eux aussi, ils s'envoient en profondeur, et notamment toi, Ouais. Pierre Frolat. Donc pour les gens qui ne te connaissent pas, comment est-ce que tu pourrais te présenter dans les grandes lignes, hein? Qu'est-ce qui est écrit sur ta carte nationale d'identité? Alors ça, je peux pas vous le dire parce que c'est une carte nationale d'identité. Justement, elle est secrète, mais je peux juste te dire qui je suis. Je m'appelle Pierre Frolat. Je suis né le 14 février 1975, donc il y a très longtemps pour la plupart de nos auditeurs, ou du moins des tiens. Je fais partie, on va dire, de la deuxième génération des apnéistes, puisque on pourrait considérer que la première, c'est celle de Mayol et Mallorca, qui considère aussi quelques autres apnéistes des années 70-80. Ensuite, il y a eu bien évidemment l'avènement de l'épopée Pipin et Pellizzari dans les années 88-90 à la sortie du Grand Bleu. Et donc, je fais partie de ceux qui sont arrivés juste après, c'est-à-dire à partir des années 92. J'étais donc alors on va parler du présent et on reviendra dans le passé par la suite. Ma question, Donc Pierre, c'était surtout au niveau de la carte nationale d'identité, c'est es-tu français ou monégasque alors? je suis monégasque, tu l'as très Ok. justement dit. Et Je tu es né à suis, Monaco, c'est ça? je suis né à Monaco. Alors, c'est pas une évasion fiscale, je suis né comme ça. Je suis né d'une vieille famille monégasque d'ailleurs, puisque le frère de mon grand-père, qui était abbé, philosophe et grammairien, est le premier à avoir écrit la grammaire monégasque, car elle n'était que parlée à l'époque, elle n'était pas écrite. Et donc, c'est l'abbé Louis Frolat qui a écrit la première grammaire monégasque, celle qui est encore enseignée dans les écoles à Monaco. La Et donc grammaire voilà, monégasque, ça veut dire quoi? Vous avez votre propre écriture? bien sûr, chaque pays a une langue, n'est-ce pas? Le français parle le français, les Italiens parlent l'italien, les Espagnols l'espagnol, et les Monégasques parlent le monégasque. Ce n'est pas un dialecte, c'est une vraie langue. Et d'ailleurs, c'est une option au bac pour ceux qui passent le bac et qui le prennent en option. C'est une langue qui est obligatoire jusqu'en terminale à l'école à Monaco. Tu n'es pas obligé de la présenter au bac. C'est une langue qui est issue, on va dire, elle est d'obédience latine, bien évidemment, et surtout ligure. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le provençal, ça y ressemble, mais c'est vraiment un gros mélange entre le provençal extrême est, c'est-à-dire plutôt Saint-Raphaël, Monaco-Menton, jusqu'au comté de Gênes. Voilà. Donc, c'est une langue qui est très parlante, très chantante, très facile à comprendre si on est un peu latin. Ok. Et comment on dit bonjour en monégasque? Bonjour. Bonjour. Ok. C'est facile, hein. Eh ben, bonjour, Pierre. Donc voilà, je suis monégasque et je suis né comme ça. J'ai toujours habité à Monaco, sauf lorsque j'étais à la fac des sports de Nice, de 1995 à 2000, où j'étais en chambre universitaire, dans ce qu'on appelle la Cité des étrangers, au même titre que les athlètes de haut niveau, puisque les étrangers, les athlètes de haut niveau à la fac des sports de Nice étaient logés dans le même bâtiment. Euh, voilà, mais sinon j'ai toujours habité à Monaco, mais j'ai des résidences un peu partout sur Terre aussi. Des Ok. pieds-à-terre, on appelle. Donc, Pierre, monégasque, qui vient de fêter son demi-siècle, ça y est, 50 ans. Merci de me le Euh, rappeler, les mecs, c'est tellement sympa. J'adore le demi-siècle, mais parce que je trouve ça fort, parce que je regardais, je me renseignais sur toi, bien sûr, et je fais, mais 50 ans, t'es shape, t'es en forme, t'es dynamique, et il y a des gens à 50 ans, ils sont tout cassés, et moi, Ah, j'ai il envie faut d'être en s'entraîner forme tous les jours, à... les gars, hein. Faut rien lâcher. Faut rien Euh, lâcher, ouais. Tu te lèves le matin, la première des choses que tu fais, c'est boire un grand verre d'eau et puis tu t'étires un peu, alors de plus en plus même, hein. Il y a des aficionados de la salutation au soleil, ce qui n'est pas trop mon cas tout au long de l'année, mais ça l'est plutôt du mois de mai au mois de septembre, on va dire, dans la grosse saison estivale chez nous. Sinon, eh bien, il n'y a pas une journée qui se passe sans que je nage, que je cours ou que je fasse un peu de muscu, donc c'est obligé, hein, tu es obligé de t'entretenir si tu veux perdurer.
au-delà de la forme physique en elle-même, si on a été athlète de haut niveau et si on a été apnéiste, cette discipline qui est d'abord cataloguée comme quelque chose d'hédoniste, mais qui est en réalité une vraie discipline sportive, on se doit, à l'instar de tous les gens qui pratiquent encore en compétition maintenant, mais ceux qui ont voulu bien vieillir et continuer à pratiquer longtemps, comme Umberto Pellizzari, par exemple, qui a 10 ans très exactement de plus que moi, ou Claude Chapuis, qui en a presque 15. Eh bien, ce sont des personnes qui sont encore très, très en forme. Donc, Ah il ouais. suffit simplement Claude, il a de... la forme, hein. Il a la forme, et je peux te Ouais. dire qu'il a très, 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 très bonne forme, exactement. Ouais. Pierre, donc tu as grandi à Monaco, tu as un papa qui était un grand chasseur sous-marin et tu pratiquais avec, je crois, quand tu étais petit avec ton frère Philippe. Est-ce que c'est comme ça que tu as débuté ta passion pour l'apnée et la profondeur à travers la chasse sous-marine? C'est ça. En fait, mon père faisait partie de l'équipe de chasse sous-marine et d'apnée de 1960 à 1972. C'était une discipline de compétition qui était vraiment reconnue à cette époque. Donc moi, je suis né en 75, donc je n'ai pas connu l'époque de mon père comme compétiteur en chasse sous-marine. Et pour la vérité, je ne l'ai même pas vu chasser, en fait, parce que lui, il a arrêté dans les années 75, à ma naissance. Il a dû pratiquer encore quelques années, mais quand j'ai commencé à pouvoir acquérir certains souvenirs, on va dire aux alentours de 5, 6 ans, ça faisait déjà longtemps qu'il avait arrêté. Mais j'ai grandi avec mon jeune frère, 2 ans plus jeune que moi, qui aura bientôt 50 ans lui aussi, de toute façon, le temps le rattrape. On a grandi avec toutes les histoires que pouvait nous raconter notre père, mais surtout les histoires que nous racontaient les habits de notre père et toute notre famille. Des histoires d'une époque qui est bien lointaine maintenant, où dans les années 60, 65, tu imagines bien que les chasseurs sous-marins, c'était de vrais aventuriers. Quand tu disais, en plus, quand tu étais d'un petit village, parce que Monaco, c'était un petit village encore à cette époque, c'était pas la ville très cosmopolite qu'elle est devenue au cours des années 70, 80 et ce que l'on connaît maintenant de Monaco, mais à l'époque, c'était vraiment un village de pêcheurs. Tout le monde se connaissait, les gens pêchaient les oursins ensemble, les partageaient sur le port, mangeaient des sardines qu'ils avaient eux-mêmes pêchées toute l'année. Et donc, en fait, ces gens-là racontaient l'épopée de mon père et de ses amis. Et c'était dingue de se dire, mais tu te rends compte, ton papa est allé à Cuba, il a fait les championnats du monde de chasse sous-marine, il a nagé au milieu des requins. Ses amis et concurrents, c'était les pères Salvatori. Je parle de Tony Salvatori, hein, je parle pas de ma génération à moi. D'Alain Goual, des personnes dont le nom retentit encore à l'image de ce que peuvent être les Jacques Mayol, Umberto Pellizzari, Enzo Maiorca ou autres, même Éric Charrier ou d'autres apnéistes de notre époque à nous et de notre génération. À cette époque-là, c'en était une autre. Et donc nous, avec mon frère, on a grandi au milieu de ces histoires sans jamais voir notre père pêcher ni plonger en réalité. Et surtout, on a été très jeunes attirés, vivant au bord de l'eau, bien évidemment, par, euh, par le monde sous-marin, le monde aquatique. Alors, je dirais pas encore le monde océanique, mais le plaisir d'aller pêcher des poulpes, ramasser des oursins, essayer d'attraper, de décrocher une patelle, une arapette sur un rocher, c'était toute une aventure. Euh, D'essayer d'attraper une saupe à la main, jamais réussi. Hmm. Et il nous freinait énormément, cet homme. Et, et moi, je pensais, en fait, à tort qu'il nous cachait un trésor, il nous cachait un secret. Je pensais qu'il avait caché un trésor au fond de la mer, parce qu'on nous le présentait un peu comme un pirate. Et je pensais qu'il avait caché un trésor au fond de la mer, que comme c'était un adulte, que tous les adultes mentent aux enfants, parce que quand on est jeune, surtout à cette époque, les jeunes n'ont pas droit à la parole. C'est très compliqué l'éducation à cette époque-là. Et donc voilà, on s'est imaginé avec mon frère qu'il cachait quelque chose au fond de la mer, donc on s'est évertué à essayer d'aller découvrir cette chose. Finalement, on s'est juste rendu compte au fur et à mesure des années que ce qu'il nous cachait, c'était du moins, il nous cachait rien du tout, il nous empêchait d'aller de plus en plus profond, parce que la mer, c'est dangereux quand on est jeune, quand on pratique sans surveillance, quand on n'est pas aguerri, quand on n'est pas entraîné. Et lui-même connaissait les dangers de la mer, parce qu'il avait déjà perdu beaucoup d'amis à cette époque-là, une époque qui était bien autre que celle que l'on connaît maintenant. Donc Hmm. voilà, c'est ça qui a créé cette, on va dire, cette première passion pour la mer, pour les océans, pour la Méditerranée, par le biais bien évidemment
euh, de cette image du père que l'on veut rejoindre, mais aussi de ce monde que l'on a envie de conquérir, parce qu'on a tous euh, dans notre cœur ce petit état d'aventurier, ce désir Mm. de découvrir, de progresser, d'être meilleur, de prouver aux adultes qu'on va grandir très vite et d'être leur père. Voilà, donc c'est ça qui a commencé. Et vraiment, pour moi, c'est lorsqu'en 1988, il m'a amené au cinéma, voir Le Grand Bleu. Donc j'étais à ses côtés. C'était la première fois, je pense, que j'allais au cinéma. C'était la première fois donc que j'allais au cinéma avec mon père. Et c'était surtout la première fois que je prenais conscience de ce qu'était réellement la plongée en apnée. Le Grand Bleu, mon père, les mêmes palmes qu'il avait pu avoir, hein, ces longues palmes d'Esso orange Ouais. que ses amis lui avaient offert juste à la sortie du Grand Bleu, très certainement pour son anniversaire, parce que mon père était né au mois de mai. Le film est sorti en avant-première hein, au Festival de Cannes à cette époque. Donc j'avais ces palmes qui venaient de réussir enfin qu'il venait d'avoir, qu'il avait essayé pendant une sortie bateau. On était parti pêcher le thon et je me retrouve quelques semaines plus tard au cinéma avec lui à voir ça. Et là, je comprends. Je comprends que ce que je ressens, c'est pas un rêve, c'est une réalité, euh, que c'est effectivement très hédoniste, mais qu'il y a une vraie conquête. Je comprends ce qu'a fait mon père. J'ai pas encore compris pourquoi il avait arrêté par contre, et je comprends surtout que cette passion, elle va m'alimenter, me déborder et très certainement me dévorer très très vite. Je la sens gagner du terrain et je me laisse complètement happer à cette époque. Et c'est là que l'aventure commence réellement. Mm. Ouais. Donc là, tu as sorti du Grand Bleu, tu as 13 ans. Mais au-delà de l'apnée, je crois aussi que tu es un judoka. Est-ce que Oui, tu as dû faire un choix entre les deux? ben, j'ai pas trop eu le choix. Alors j'avais un sport de prédilection, c'était le judo. Je me suis essayé à beaucoup de sports, mais le judo vraiment c'était mon sport, hein, le sport que j'avais dans le sang. Je n'étais pas, je vais dire, assez bon dans ce sport, du moins pas assez. Je n'étais pas assez bon à mon goût et j'étais pas assez doué, voilà. C'est pas tellement bon parce que je travaillais dur, mais j'étais pas assez doué dans cette activité. C'était bien pour bricoler au niveau régional, interrégional, mais briller au niveau international comme je pouvais l'espérer, pas assez. Par contre, j'avais la chance de faire partie d'un petit pays, donc les sélections en équipe nationale étaient relativement rapides dans ma catégorie. Donc, j'ai eu la chance de participer à plusieurs compétitions internationales, dont les championnats du monde, les, les, les championnats d'Europe, les Jeux de la francophonie, les Jeux des petits États. Et effectivement, je me suis blessé lorsque j'ai cherché à me sélectionner pour les Jeux olympiques d'Atlanta en 1996, donc c'était en 95. Je me suis blessé à l'épaule. J'ai dû faire un choix à ce moment-là. J'avais donc ce sport académique, mon sport de prédilection, et ma passion, la plongée en apnée, que je pratiquais lorsque je ne faisais pas de judo. Hmm. D'ailleurs, c'est marrant parce que pendant les déplacements de judo, que ce soit pendant les stages avec l'équipe de France ou en stage en compétition ou quoi que ce soit, les gens lisaient des magazines d'arts martiaux, Bushido, le magazine de la Fédération française de judo et de discipline associée. Moi, je lisais apnéa. Voilà. Donc, ça avait tout un sens. Et donc, lorsque je me suis blessé, je pouvais plus continuer à m'entraîner. Bien évidemment, j'ai pas pu être sélectionné pour les Jeux Olympiques. Mais j'ai continué à m'entraîner. J'ai refusé l'opération de l'épaule. Et c'est là, en fait, où j'ai accéléré mon entraînement en apnée. J'avais déjà depuis quelques années intégré le Nice Université Club. Le fameux Je le NUC, fais, voilà, dont avec, on va reparler. créé par Claude Chapuis. Donc ça, c'était C'est pendant que tu étais à ça. STAPS. Ouais, alors je vais te dire que j'ai pas écouté beaucoup de tous vos podcasts, parce qu'il y en a beaucoup. J'ai écouté que quelques podcasts, mais j'ai surtout écouté entièrement celui de Chaps et j'ai plein de petites modifications à apporter. Ah, J'ai j'adore. l'impression que Chaps, sa mémoire est un peu entachée. On va essayer de corriger certaines choses. Eh ben, corrigeons Pierre On est alors. même à corriger certaines choses, mais et ouais, effectivement, j'ai, je faisais partie de cette équipe et c'est là où le virage a été vraiment très dynamique et c'est là où je me suis vraiment investi dans la plongée en apnée à proprement parler. Ok, donc tu es étudiant à Nice, tu quittes Monégasque, tu es dans ta chambre universitaire. C'est l'époque avec Claude Chapuis, qui est prof de sport là-bas.
Mm. l'époque de Loïc Leferme qui fait du No Limit. Tu as connu aussi le jeune Guillaume Néry. Oui. Euh, Bien après, bien après. En comment fait, toi le tout tu... premier apnéiste, le tout premier, en fait, ma vie d'apnéiste, elle a débuté je dirais, en 92. En 92, je sors en boîte de nuit avec des copains qui sont eux-mêmes apnéistes et on croise Umberto Pellizzari dans un bar qui s'appelle La Rascasse à Monaco. J'hallucine complet, je me dis, c'est pas vrai, donc je m'avance. Je lui demande si c'est bien lui, il me dit oui, donc je me présente, je lui dis qui je suis, donc personne, que je pratique, le mec super ouvert, hein, comme on le connaît, hein. Et voilà, donc ça c'est ma première rencontre avec un apnéiste. Quelques mois plus tard, je rencontre à Submarine, chez qui je m'approvisionnais en matériel de chasse sous-marine et de combinaison, Cyril Ezoardi, dont Hmm, Claude t'a parlé d'ailleurs. Là, on est dans les années 93, c'est hmm. un an avant son décès. Et c'est lui d'ailleurs qui me dit, bah écoute, ouais, de l'apnée, il y en a. Il y a des copains avec qui je m'entraîne dans la rade de Villefranche. Voilà, donc il m'explique, il me donne leurs coordonnées. À l'époque, c'était pas encore des téléphones portables. Je n'appelle pas parce que bah, je suis jeune et puis je pense un peu à autre chose. Mais voilà, c'est ma deuxième rencontre avec un apnéiste à ce moment-là. L'année d'après, juste après son décès, justement, c'est là où je rencontre l'équipe. Donc, tu vois, Chaps, Loïc Leferme, Marc Counil, Olivier Heuleux, Mathilde Fouchard, Jean-Marc Dominique, Bertrand Badin, Daniel Duchâtelard, toutes ces personnes en fait qui ont fait le Nice Université Club et les premiers stages Inspiration qui deviendront par la suite Inspiration Beuchat. Il y a Franck Tessier aussi dans cette équipe. Voilà, ce sont toutes des personnes qui effectivement ont créé, comme te l'a très justement expliqué Chaps, donc je ne vais pas revenir là-dessus, les premiers stages d'apnée, les premiers rassemblements d'apnéistes, le premier collectif apnée, je dirais, international donc a pris sa naissance dans cette rade, la rade de Villefranche, tout près de Nice, entre Nice et Monaco, dans ces années-là. Et moi, je l'ai intégré donc à partir de fin 94. Et par la suite, j'ai refait un stage au printemps 95, en sachant que j'allais intégrer la fac des sports juste après, et que mon prof, maître de conf, ne serait autre que le gars qui me donne des cours d'apnée depuis un an. Donc c'est rigolo. Et donc ça me motive encore plus à me sélectionner à la fac des sports de Nice, Donc parce c'était que j'étais Claude. soit à Marseille, soit à Nice. Ouais. Ok. Et à Nice, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le pôle France judo. Donc pour moi, c'est très très intéressant, parce que c'est à ce moment-là que j'ambitionne d'aller aux Jeux Olympiques. Je suis pas très très loin des sélections pour Là, ça. t'avais 19-20 ans, Pierre. Pardon? T'avais 19-20 ans, là. 95, ouais, c'est ça, 19-20 ans. Je venais d'avoir 20 ans, oui, c'est ça. Et surtout, alors il n'y a pas encore ce qu'on appelle l'option mer. À l'époque, ça s'appelle l'option plongée, avec un mec qui s'appelle Le Targa. Et moi, je suis niveau 2 de plongée bouteille à cette époque. Je suis un apnée, non, je suis pas un apnée, je suis un chasseur sous-marin qui descend à 35 mètres avec une arbalète, qui s'amuse à faire un peu d'apnée avec le nuque. Et donc, je vais prendre option plongée, non, option combat. Polyvalence polyvalence canyoning et plongée. Voilà. Et puis ça va évoluer très très vite au fur et à mesure des années, puisque dès le DUG, la deuxième année, je vais prendre en option plongée et natation, et le combat ne deviendra plus qu'une polyvalence. Mais j'ai repris ma licence de judo récemment, c'est assez amusant d'ailleurs. Ah ouais? Voilà. Ouais, pour l'histoire. Et comment, Pierre, t'en arrives du coup à cette course au record de France en immersion libre, et puis bien entendu, record de France 80 mètres, 82, 90 mètres en poids variable, jusqu'à arriver à un record du monde à l'époque en 123 mètres, qui aujourd'hui est détenu par Alexei Molchanov, le russe, avec 156 mètres en poids variable. Alors en fait, c'est relativement simple. À l'époque, on est complètement passionné et on baigne dedans au quotidien. C'est-à-dire qu'on va dire qu'à partir de 1995, je suis à la fac des sports de Nice. J'ai la possibilité de plonger tous les mercredis, tous les samedis et tous les dimanches. On a mis en place avec le Nice Université Club. Et ce petit groupe, c'est un tout petit groupe, hein. Il y a Claude Chapuis, Olivier Heuleux, Marc Counil, Loïc Leferme et moi. Voilà. On est très très peu. Il y a Yoram Zekri aussi, un apnéiste dont n'a pas parlé Claude, qui fait partie de cette équipe, qui est un Belge,
qui fait partie des prémices de la plongée profonde à cette époque. Et donc, ce tout petit groupe, aidé bien évidemment des autres, hein, qui sont très très investis aussi, mais qui n'ont pas les moyens, parce qu'eux, ils ont un travail, hein, ils ne sont pas comme nous, ce pas des étudiants. Donc, nous, vraiment, on crée cette espèce de groupement d'apnéistes presque quasi quotidien. Et puis se prépare le premier championnat du monde d'apnée qui aura lieu en 1996, en octobre, si je ne m'abuse, du 4 au 6 octobre ou du 4 au 7 octobre 1996. Donc là, il y a tout qui se constitue. Loïc et Valérie font partie de l'équipe d'organisation. Moi, je fais partie des apnéistes de sécurité. Bien évidemment, Chaps et toute la clique organisent la compétition. C'est l'avènement de cette grande, grande compétition. On va passer là-dessus parce que dans tous tes podcasts, on en a parlé, que ce soit Olivier, Chaps. Donc, il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Mais néanmoins, 96, ce qui est très important pour moi, c'est que je mets déjà un doigt dans quelque chose qui va devenir un leitmotiv de toute ma vie, c'est-à-dire l'organisation et la sécurité. Ça a vraiment été, je pense que ça a été un facteur déclenchant chez moi. Et suite à cette compétition, il y a une dynamique qui se crée dont Claude n'a pas trop parlé, c'est-à-dire que très très vite, il est super motivé pour créer un circuit français. Donc il crée la première Coupe de France EIDA, il a expliqué pourquoi EIDA, hein. On va pas refaire de la politique Hmm. maintenant. Et donc il crée ce circuit auquel il a participé très activement, surtout en statique, un peu en dynamique. Et donc, moi, je suis vraiment son padawan. Je suis en cours avec lui. J'achète un Thomson TO8. C'est un des premiers ordinateurs. On commence à avoir Internet avec du 32 bits. C'est un modem à l'époque. Je pense qu'il faut attendre 5 minutes pour que ça se connecte. Je découvre ce qu'est un fax. Et là, il m'apprend à écrire des règlements, à corriger mon orthographe, à faire de la conjugaison, à être juste dans les mots. Et donc, à partir de 1996-97, je deviens celui qui, avec Chaps, écrit, corrige, réécrit les règlements de toutes ces compétitions. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'on est aussi bien juge et partie, c'est-à-dire que on écrit ces règlements. Bon, alors sous le couvert de Chaps, bien évidemment, hein, c'est lui l'adulte, c'est lui le maître de conf, c'est lui qui sait. Nous, on est juste ses disciples, on va dire. Et on participe aussi à toutes ces compétitions. Donc moi, je me retrouve à faire de la compétition individuelle et par équipe en piscine. C'est pas ce que j'aime le plus. Je suis pas très très fort en statique. Je suis plutôt fort en dynamique. Moi, mon truc vraiment, c'est le poids constant. Et puis la gueuse, surtout. Et donc voilà, là, il y a ce circuit de compétition qui s'organise tranquillement. Néanmoins, dans les prémices de ce qui est devenu le SIPA par la suite, ce qui est toujours le Nice Université Club, tous les étés, on organise ce qu'on appelle le camp d'été, hein, ce qu'on appelait à l'époque la paillote, d'abord sur la plage de Passable et ensuite Hmm. sur un petit recoin de cette plage. C'est une paillote sur laquelle, et c'est comme ça est née en fait l'idée du SIPA, on s'entraîne d'abord le matin tôt et ensuite on permet aux gens qui, comme nous, veulent pratiquer, de pouvoir pratiquer, s'entraîner, découvrir la gueuse et ainsi de suite. Donc moi, je suis étudiant, je veux devenir professionnel de cette activité. Je pense pas que je vais devenir champion, moi je veux juste être prof de plongée. Je suis voiturier on va dire, 18 heures à 2 heures du matin. Je dors très peu, j'arrive à 6h30 sur la plage de Passable. On organise le camp, on va s'entraîner en gueuse. On fait la sécurité des uns et des autres et de soi-même. Et ensuite, on revient sur le coup des 9h30 pour donner des cours aux gens jusqu'à 16-17 heures où je repars mettre un costard pour de nouveau être voiturier et ainsi de suite. Ça, c'est, on va dire, l'été 97-98. Donc, c'est comme ça, en fait, que on est devenu des apnéistes très entraînés, experts surtout de l'enseignement et de l'encadrement. C'est là qu'on a donné naissance à la longe, qui a évolué plusieurs fois. Pour la petite histoire, moi, la longe, je la détestais parce que j'avais toujours l'impression de rester coincé au fond. Elle était largable au début, la longe. C'était un mousqueton rapide que l'on mettait sur notre ceinture
qui était relié donc de notre ceinture au câble. Et sur le câble, c'est un mousqueton normal. Et moi, à chaque fois que je faisais du poids variable profond, euh, donc on devait déclencher ce qu'on appelle une microfuite. On descendait avec une bouteille sur la gueuse, avec un parachute Mhm. sur lequel il y avait un direct système en haute pression. Et lorsque l'on descendait à une trentaine de mètres du fond, on déclenchait une microfuite, c'est-à-dire qu'on entrouvrait tout doucement le robinet de la bouteille. Ça laissait partir de l'air dans le parachute qui allait se gonfler petit à petit. On abandonnait la gueuse au fond et elle se gonflait d'elle-même toute seule et elle nous rejoignait vers la surface, ce qui nous permettait d'avoir une double sécurité. On avait effectivement des plongeurs et des apnéistes de sécurité pour faire notre sécurité, mais on avait surtout un parachute qui nous suivait et qui pouvait nous récupérer à la remontée si ça n'allait pas. Sauf que quelquefois, la microfuite, ça merdait un peu. Et moi, souvent, je me la prenais à la remontée, donc j'avais pour habitude de me délonger. Et donc, Ah. C'est-à-dire que la tu longe, descendais en gueuse, tu faisais la microfuite, ensuite tu je remontais, mais me... tu laissais la gueuse au fond et elle remontait, elle, Ouais, petit à petit, et des fois, elle te c'est rentrait ça. dedans. Oui, bah, c'était pas étonnant parce que bah, tu tournais un peu sur la microfuite quelquefois. Ah Et ouais. puis, et donc moi, je larguais ma longe généralement dans les 30 derniers mètres, ce qui plaisait pas à Chaps. Hmm. Et donc, d'une longe largable, c'est devenu une longe non largable. Donc, j'ai puni. Ben alors, moi, carrément, c'était pire que ça. Il me mettait carrément un émerillon. J'avais pas un mousqueton. Je pouvais vraiment pas la larguer. J'ai été puni. Voilà. Pour la petite histoire, c'est ça. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est spécialisé d'abord dans le poids variable. Donc, c'était vraiment notre discipline de prédilection à Loïc, à, à Yoram et à moi, avec toute la problématique que ça comportait, c'est-à-dire qu'on était trois athlètes très engagés dans la profondeur. On était tous au début dans les 70 mètres, puis après, on a commencé à s'amuser à se battre l'un l'autre. Donc, Loïc fait 70, je fais 72, Yoram fait 74, je fais 80, Loïc fait 82, je fais 90, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on a appelé les records de France à l'époque. On s'amusait à ça. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'on s'approche de certains records. Donc Loïc, lui, avait beaucoup de mal en poids variable. Il était très fort en no limite, mais il syncopait tout le temps en poids variable. Il avait beaucoup de mal avec l'effort à la remontée. C'est une discipline qu'il avait beaucoup de mal à pratiquer. Moi, c'est une discipline qui me correspondait énormément, très certainement, puisque je venais d'un sport académique, le judo, où j'étais très fort du haut du corps, où j'avais un très gros cardio. Donc, c'était un effort qui me convenait tout à fait. Donc, on va commencer à être dissident par rapport à ça. Lui, il va plutôt se spécialiser dans le no limite, moi dans le poids variable et Yoram Zekri aussi dans le poids variable. Sauf que on se retrouve avec une vraie problématique, c'est qu'on est trois sur un petit bateau avec toute une équipe. À l'époque, c'est vrai qu'on est vraiment que trois vraiment apnéistes très profonds dans ces disciplines. Dans les autres disciplines, l'immersion libre, ça n'existait pas encore trop, mais le poids constant et surtout en monopalme, on était plusieurs, mais le poids variable, c'était vraiment nous. Et donc, il fallait mettre en place des systèmes de sécurité, des norias de plongeurs. C'était très contraignant, très lourd. Et donc, on a inventé des systèmes au fur et à mesure de notre pratique qui nécessitaient d'avoir des plongeurs bouteilles à mi-profondeur avec des bouteilles montées à l'envers dans le dos, reliées en direct système avec des parachutes de gonflage, avec des câbles de relevage de façon à pouvoir nous renvoyer du fond parce que on limitait la profondeur à bien évidemment 60 mètres à l'air, mais on allait déjà à plus de 100 mètres en gueuse. Et donc, euh, on était tour à tour et apnéiste de sécurité et athlète et plongeur bouteille pour faire la sécurité des uns et des autres. Mais ça veut dire, par exemple, là, tu t'es un mercredi ou un samedi, là, tu vas au NUC, vous êtes tous ensemble sur le bateau, vous mettez la gueuse, par exemple, tu as Loïc qui s'envoie à 100 mètres, toi, tu peux faire de la plongée bouteille avant ou enfin, comment ça se Non, passe? non, en fait, on a 3 à 4 entraînements par semaine. On tire au sort qui. C'est amusant que tu dises ça Ah, parce vous tirez que au sort. je vais t'expliquer mon premier accident en plongée. En fait, on ne peut pas, lorsqu'on fait de l'apnée profonde, alors surtout à cette époque, même si bien évidemment les profondeurs maintenant elles sont bien différentes, mais c'est la même chose. Notre corps n'y était pas préparé, on débute, on connaît pas, on connaît peu, ce sont les prémices, on est plus des cobayes qu'autre chose. Donc en fait, on décide, on est trois, il y a un gros groupe de plongeurs pour faire notre sécu, que ce soit Chaps,
la famille Delmar, Marc Ounil, qui a toujours été là pour faire la sécurité de tout le monde. Euh, plein d'autres personnes, il y a plein de plongeurs qui sont passés dans ces années-là. Je te parle avant des années 2000, avant l'arrivée Mm. du groupe Yemanja, Serge Vermillac et l'équipe Cara Ofoundé que j'ai créé par la suite avec eux. Mais néanmoins, avant, donc, même, je dirais même 99-2000, on s'organise. Donc, on va dire, OK, mercredi, c'est Pierre et Loïc qui descendent en grande profondeur. Donc Loïc va partir en premier, Pierre va faire sa sécurité en surface. Yoram, ce jour-là, a fait partie du premier ou du deuxième binôme de plongée bouteille pour faire la sécurité à telle profondeur. Donc lorsque Loïc sera remonté, il prendra la place de Pierre en termes de sécurité surface et Pierre descendra. Et après, on tourne. Mm. Samedi, on va inverser les rôles et ainsi de suite. Et on va tourner 3 ou 4 fois par semaine euh, de façon très contraignante, je dirais pas pour nous, mais plutôt pour les gens qui sont là pour faire notre sécurité, mais qui sont là parce qu'ils le veulent, hein, bien évidemment. Chacun a un rôle bien défini dans cette équipe et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on a tous un objectif commun, c'est le plaisir et la découverte. On ne parle pas encore de compétition ou de record à proprement parler, même si c'est quelque chose en filigrane au loin. Mais ce qu'il y a de super intéressant, c'est qu'on est tous embarqués sur le même bateau, on a tous une mission différente avec un objectif qui est commun, et c'est de réaliser l'objectif. Et c'est ça qui est magique. Il y a des gens qui vraiment se sont spécialisés dans la plongée bouteille, la sécurité, la grande profondeur. Il y en a qui se sont spécialisés dans l'image, d'autres dans la sécurité, d'autres dans la compétition, on va dire. Euh, Ça a vraiment été les prémices de ce qu'est devenu l'apnée d'entraînement mondial depuis. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, ça s'est fabriqué comme ça. Et pour la petite histoire, hum, donc le groupe ne se scinde pas, mais on fait des choix draconiens de discipline. Loïc en eau limite, donc ça progresse très vite. Moi, en poids variable, avec Loïc, on fabrique une gueuse à Monaco, qui sera d'ailleurs la gueuse de ses 137 mètres, son premier record. C'était non pas une gueuse en inox, chaps, mais une gueuse en aluminium, je l'ai toujours d'ailleurs, avec le largueur que j'ai filé récemment au musée des sports de Nice, qui était un largueur rapide. Si vous regardez les images du record de Loïc à 137 mètres, vous verrez que c'est une balle de golf, le largueur. Et la balle de golf, on l'avait volé, Loïc et moi, sur un golf. On était allé faire du golf à cette époque-là. Et c'était une balle rose. Et on hallucinait qu'il y ait des balles roses dans le golf. Et donc, on l'avait emprunté à jamais, on va dire. Et on l'avait utilisé pour en faire un système de remontée. Bon, ça, c'est la petite histoire. Et donc, euh, sur ces entraînements, justement, euh, on devait faire le choix de qui descendait à quel moment et ainsi de suite. Et à une époque, je suis pas très loin des 115 mètres du record du monde de Pellizzari en poids En poids variable. variable. Ouais, je suis à 108, 109 mètres à l'entraînement, donc on est vraiment très près de ça. Et donc, je suis persuadé que je peux battre ce record à l'entraînement et donc je vais pouvoir l'officialiser par la suite et faire quelque chose de super. J'ai déjà fait 4 records de France en poids variable. Euh, Là, on est dans les années 98, hein, 99. On est en 99, c'est après les championnats du monde en Sardaigne et c'est juste avant El Gouna. Et je suis très fort en poids constant à cette époque-là, parce que le record du monde est à 65 mètres. Moi, je suis à 68 mètres à l'entraînement. Donc, je me dis, tiens, c'est peut-être pour moi. Par contre, c'est le poids variable qui me plaît et je vois ce chiffre-là, 115 mètres à battre. Et j'arrive super fatigué sur un entraînement un matin. Et Loïc me dit, bah, écoute, c'est ton tour de descendre, mais franchement, vu ta tronche, n'y va pas. Je prends ton tour et puis tu prendras le mien samedi. Donc il n'y avait que 3 4 jours à attendre. Et je lâche pas. Je dis non, non, écoute, vraiment, je veux le faire, c'est maintenant. J'avais peur de perdre un entraînement. La météo était pas super, c'était un peu l'hiver, bref. Et puis j'étais jeune, j'étais pas encore assez à l'écoute de mon corps. Et je me blesse à 111 mètres. Je fais un petit œdème vraisemblablement en bas, ce qui va bon, pas être très grave en remontant, mais qui va m'écarter de la grande profondeur pendant presque 3 mois, parce qu'à cette époque, on ne sait pas trop comment traiter ça. Donc on le traite médicalement, et puis bah, bien évidemment, on te dit tu plonges pas profond pendant un certain temps, et puis tu vas essayer de pas aller profond. Donc pas aller profond, ça veut dire arrêter de t'entraîner. On te dit pas aller profond au-delà de 100 mètres, ce qui veut rien dire en fait, parce que c'est très profond 100 mètres.
On est très profond à partir de 10 mètres puisqu'on double la pression, donc imagine à 100 mètres. Et donc voilà, je suis très atteint par ça. Je me dis, c'est pas grave, je pèterai tout à El Gouna au championnat du monde en poids constant. Et puis, je fais un super entraînement en poids constant à El Gouna. Je suis persuadé de gagner. Je suis à 69 mètres à l'entraînement. Je me dis, je vais annoncer 65. Ça va être le record. Je vais être le meilleur du monde du Et là, tu étais en plus. poids constant monopalme. Poids constant monopalme, ouais. Mm. Et puis, il n'y a pas d'excuse, hein, mais je me chope une méga dysenterie là-bas, bien évidemment. Je suis très gourmand, moi, et je savais qu'il fallait pas manger de légumes et de fruits, mais je craque 3 jours avant la compète. Je vois un plateau de fruits de fou et je me dis, ouais, c'est bon, je suis plus fort que tout le monde, je peux manger du raisin. Le raisin me flingue, comme d'ailleurs la plupart des athlètes à ce moment-là. Le fameux jour dont Claude parle, où il y a eu des dauphins. Et donc, je Mm. fais une syncope. Je fais la plus grosse annonce. Je fais une syncope. Donc, ben, je rate ma perf. C'est Fred Buil qui gagne, d'ailleurs, sur une énorme samba. Je tiens à le rappeler quand même. Mais c'est lui qui gagne. Et c'est magnifique. Vive Porquerolles libre. Il crie en sortant de l'eau. Et voilà. Et donc, c'est la deuxième grosse déception de l'année. Et là, je me dis, mais vraiment, mais qu'est-ce que je vais devenir, quoi? Il y a tout qui s'effondre. Et en rentrant d'Égypte, Loïc, justement, me dit, mais mec, t'es super fort en immersion libre. Regarde aux entraînements, t'es à quelques mètres du record du monde. Et je lui dis, non, mais moi, je m'en fous de l'immersion libre. C'est quoi cette discipline? Il me dit, ben, je sais pas, regarde, quand même, le record, il n'a pas été battu depuis 5 ans. Essaye de voir. Donc, je me dis, bon, allez, on va essayer. Et effectivement, 2 semaines après, je bats le record à l'entraînement. Donc, on met en place une procédure d'entraînement et je fais record de France, d'Europe et du monde dans la foulée, quoi, de cette discipline qui va effectivement devenir ma discipline de prédilection, dont je vais tomber follement amoureux parce que je vais y mélanger un peu de brasse, un peu de danse artistique, plein Mm. plein de choses. Et puis l'aventure va commencer pour moi puisque ben, je deviens à mon tour, juste après Loïc, recordman du monde de plongée en apnée. Et là, c'est la grosse Super. fiesta. Et ouais, donc du coup, c'est trop bien parce que tu rejoins un peu le groupe des recordman du monde avec le record du monde en immersion libre, qui est à quelle profondeur à cette époque? Alors, c'était Alejandro Ravelo qui le détenait avec 71 mètres depuis 5 ans. C'est un Cubain. Donc, je fais d'abord 72 mètres. L'année d'après, je fais 73 mètres. Mais je suis déjà à 78 mètres à l'entraînement, pardon. L'année d'après, j'annonce faussement 75 mètres, mais je suis déjà à 85 mètres à l'entraînement. Et lors de la conférence de presse, je fais un pied de nez à mon équipe et j'annonce 80 mètres alors qu'on m'avait fait promettre de n'annoncer que 75. Je l'ai T'as fait, Chaps, c'est il devait être magique. content là. Alors, c'était pas, à l'époque, c'était plus Chaps, c'est-à-dire que Serge, c'est ça? Serge Vermiac? ouais, Vermillac. Ce qu'il y a, c'est que donc moi j'ai fait partie du Nice Université Club et du SIPA on va dire fin 94, début 95, jusque dans les années. Alors, tu ne divorces jamais de cette équipe, bien évidemment, hein, mais disons que à la suite du championnat du monde en 2000 à Nice, du deuxième championnat du monde qu'on a organisé, le premier était en 96, le deuxième en 2000, à la suite de cette deuxième aventure collective, je crée ma propre structure à Cap d'Aille et à Monaco, alors à Monaco et à Cap d'Aille, avec des Cap d'Aillois que j'avais rencontré justement en 98-99 en revenant de voyage d'entraînement. Donc Antonio Bardi, Serge Vermillac, Julien Bistolfi, toute une équipe. Bon, Philippe Afriard rejoint le groupe bien évidemment. Et on crée à cette époque les Pirates des Abysses, qui existent toujours puisque c'est le leitmotiv de mon école de plongée pour enfants, les Pirates des Abysses. Mais à cette époque, C'est l'école bleue, c'est on, ça, à Monaco? alors, l'école bleue, ça viendra après. Donc, en fait, les Pirates des Abysses, c'est l'équipe en 2000 que l'on crée. Pourquoi on s'appelle les Pirates des Abysses? Parce qu'on gagnait tout en compétition. Donc, déjà, on était catalogués comme étant des pirates. Et surtout, les gars qui faisaient ma sécu, c'était des plongeurs PADI. Et en France, PADI, c'était pas trop, trop, trop ça, quoi. Et donc, le président de la Fédération française de l'époque,
avait catalogué les plongeurs de l'équipe dont je faisais partie de pirates. Et donc on avait dit oui, c'est vrai, on est des pirates des abysses. Et à l'instar des pirates des Caraïbes d'ailleurs, hein, plus tard. Et donc voilà, on est devenu le team Karaofunde. Tiens, en monégasque, encore un peu de langue monégasque. Karaofunde, ça veut dire descendre au fond. Et donc, on a créé cette équipe d'entraînement qui était composée de quelques Niçois. Il y a Loïc qui venait s'entraîner en cachette le mardi soir avec nous, parce qu'il essayait quand même de renforcer ses compétences en poids variable, c'est-à-dire descendre avec une gosse remontée par ses propres moyens. Il y avait les monégasques de l'époque, parce que en 96, j'avais créé la section d'apnée sportive monégasque EIDA. C'était le tout premier groupement d'apnéistes que je créais. Donc en 1996, c'était juste après les championnats du monde, donc t'imagines. Et voilà, on était un petit consortium d'une quinzaine de personnes. On allait s'entraîner dans la rade de Villefranche avec le Nice Université Club et par la suite le SIPA. Et on donnait des entraînements chez nous aussi, plus spécialisés dans la profondeur en immersion libre et en poids variable par la suite pour moi. C'était, on va dire, plutôt un team. Là, c'était vraiment, on va dire, avec beaucoup d'humilité, bien sûr, mais c'était un peu mon écurie, quoi. C'était un truc sur mesure pour que je m'entraîne moi, quoi. C'était beaucoup plus confortable, plus sécu aussi parce que ben, il y avait moins de monde. Et puis ça déchargeait aussi le Nice Université Club et l'équipe de Loïc parce que il y a pas la place pour trois personnes en très grande profondeur à cette époque dans des disciplines qui nécessitent de la plongée bouteille, des contrepoids qui n'existaient même pas encore à l'époque. Et voilà. Donc on a fait ce choix de créer une deuxième antenne, je dirais même une troisième, hein. Le Et nuque, le SIPA et puis ouais, et ton équipe. exactement. Voilà, c'est ça. Et donc au début, on va dire que Claude a été ton mentor. Et Mm. après, tu t'es Il le entouré. Enfin, restera, il le restera à vie, hein. Tu sais, Claude, c'est le genre de mec comme Marcel Pietri en judo ou comme Serge Vermillac en plongée. C'est le genre de mec que tu appelles quand tu te poses une question et que tu es sûr d'avoir raison. C'est ces gens que tu appelles pour être vraiment sûr qu'il y aura au moins un mec qui te dira si tu as tort, que tu as tort. hmm. Et voilà, ce sont vraiment les trois personnes incommensurablement verrouillées euh, que j'appelle, que j'ai toujours appelé et que j'appellerai toujours dans des périodes de doute, mais surtout de certitude. Et pourquoi de certitude? Pour confirmer que tu as raison? Eh bien parce que le principe même du sport de haut niveau et surtout des activités physiques de pleine nature, c'est que dans la règle fondamentale de la sécurité optimale, Euh, tu te dois toujours de donner les clés de ta performance et de la réussite à quelqu'un. C'est ce qui va permettre que tu restes en vie. Si il y a encore des apnéistes en grande profondeur qui sont vivants, c'est parce que c'est pas eux qui décidaient à un moment que la performance aurait lieu ce jour-là, que l'entraînement pouvait continuer, ainsi de suite. Parce qu'un athlète qui a un objectif à atteindre perd toute objectivité. Et donc, s'il doit faire le choix entre continuer ou s'arrêter, il continuera. Et c'est comme ça qu'un jour, les câbles se croisent et que tu restes au fond de la mer. C'est comme ça que tu dévises du haut d'une montagne. C'est comme ça que tu ne te Hmm, longes pas, tu disparais dans les abysses. Et il y a tellement, 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 tellement d'exemples comme ça. hmm. Donc, c'est ce que nous a enseigné Claude. C'est ce que moi, j'ai toujours retenu. La petite différence entre, on va dire, les apnéistes de ma génération avec qui je me suis entraîné et moi, c'est que moi, j'étais très, très, très investi dans la sécurité des autres. Hmm. J'étais plus l'apnéiste de sécurité de Loïc que l'athlète qui s'entraînait à ses côtés, tu vois. J'ai beaucoup plus été son apnéiste de sécurité parce que je me sentais investi de cette mission, parce que ça me plaisait, parce que je ne me trouvais que beaucoup plus compétent que certaines autres personnes pour le faire, parce que c'était quelque chose que je ressentais au plus profond de moi, parce que la réussite d'un autre, c'était ma réussite à moi aussi. Et donc, c'est quelque chose qui m'a toujours vachement, vachement animé. Et c'est très certainement ça qui m'a permis de rester en vie, parce que ben, quand j'ai eu à faire des choix dans la vie, eh bien, ça a toujours été des choix
de grand courage, le courage de dire non, le courage de dire je suis pas cap, le courage de dire je tourne, le courage de dire j'y vais pas, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que dans les moments de grande certitude, tu dois absolument t'en remettre à quelqu'un d'autre. Parce que ceux qui échouent, généralement, c'est ceux qui étaient persuadés que. C'est souvent ça, la grande erreur chez l'être humain. Et comme on n'a qu'une seule vie, ça c'est la première chose. Et que la deuxième, c'est que par le fait de notre palmarès, expérience, diplôme de moniteur, médiatisation voulue ou incontrôlée ou incontrôlable par la suite, par le fait qu'à un moment on soit connu, on va dire, on est des exemples et on doit montrer l'exemple. Et s'il y a bien des gens qui ne doivent jamais disparaître au fond de la mer, ce sont ceux qui enseignent la mer. Donc on n'a pas le droit de disparaître et de mourir. Du moins pas comme ça. Et ça, c'est super important. Que ce soit les marins, que ce soit les grimpeurs, que ce soit les apnéistes, que ce soit les plongeurs, que ce soit toutes ces personnes qui, à un moment, sont des personnes qu'on écoute et que l'on estampille comme Mm. étant des guides, des profs, des, des, des gourous, ce que tu veux. Eh bien, ce sont d'abord et avant tout des personnes qui doivent montrer l'exemple et Mm. qui doivent surtout faire ce qu'ils disent. Et ça, c'est le plus compliqué quand on touche à la certitude. Donc, faut jamais être sûr, tout simplement. Du coup, la sécurité pour toi, c'est extrêmement important. 96, tu étais présent pour faire la sécurité. Tu t'es occupé de la sécurité de Loïc. Tu as été aussi responsable de la sécurité pendant le championnat du monde 2019, Aïda, dans la rade de Villefranche, qui avait Quelle fait belle aventure, beaucoup n'est-ce pas? parler. Et j'étais totalement d'accord avec toi. Est-ce que tu peux nous parler, déjà, nous redire pourquoi la sécurité, Pourquoi c'est important pour toi? Qu'est-ce que ça touche dans ta personnalité? Est-ce que c'est parce que t'as pas envie de voir de nouveaux drames arriver? Ou, enfin... Et puis, est-ce que tu peux nous Non, raconter, bien sûr, un peu ce qui s'est passé en c'est une 2019? évidence. En fait, toutes les disciplines que j'ai pratiquées de façon passionnelle et engagée, alors on va parler un peu de ski hors piste quand tu es jeune et que tu fais du ski, un peu d'escalade quand tu te rends compte que tu peux en faire sans corde, c'est plus rigolo. La plongée en apnée, bien évidemment, la chute libre, d'autres activités un peu engagées. Disons que tu es obligé d'optimiser la sécurité pour parfaire la performance et la réalisation la réalisation de l'objectif à atteindre. Et donc, on va dire que dans les activités physiques de pleine nature, comme elles m'ont été enseignées par Claude, par Franck Tessier, qui sont vraiment les deux personnes qui, pour moi, sont les plus à même de pouvoir expliquer aux gens ce qu'est la préparation, eh bien, il y a justement deux choses prépondérantes dans ce qu'on va dire la gestion, quelle qu'elle soit, du risque, quel qu'il soit. Il y a d'une part la préparation et d'autre part la planification. Ce sont deux choses incommensurables. La préparation, c'est de tout mettre en œuvre pour que l'objectif à atteindre soit réalisable. Qu'il y ait de l'essence dans le bateau. Allez, prenons l'exemple d'une sortie en mer, on va essayer d'être rapide. Qu'il y ait de l'essence dans le bateau, qu'il y ait assez de personnes pour faire la sécurité, que les blocs soient gonflés, que tout le matériel soit effectif, optimisé, qu'il fonctionne, que toutes les personnes qui vont être à même de pouvoir utiliser ce matériel sachent l'utiliser, qu'il y ait une checklist qui soit écrite de façon très scolaire et respecter scrupuleusement du début à la fin chaque fois et qu'elle ne soit jamais faite par mémoire, mais toujours de façon très scolaire, écrite et lue euh, dans les 10 minutes qui précèdent chaque descente, même s'il y en a 50 par jour, que chaque personne soit remplaçable par une autre qui soit elle-même aussi compétente que celle qu'elle sera susceptible de remplacer à ce moment-là, que la première sécurité, c'est l'athlète lui-même, que l'on n'écoutera de toute façon pas, mais néanmoins, c'est là, lui, la première sécurité qui sera à même de pouvoir continuer ou de s'arrêter quand il faudra le faire, que
l'objectif à atteindre, les clés de la performance ou de l'objectif à atteindre soient données à une tierce personne qui ne sera surtout pas l'athlète, surtout pas le coach de l'athlète, surtout pas le frère de l'athlète, mais plutôt l'entraîneur, l'organisateur, le juge, le responsable de la sécurité, quelqu'un qui à un moment a une obligation morale et civile avec une obligation de résultats et de moyens mélangés. Ça, c'est l'organisation pure et dure d'une performance. Et une performance débute le jour où on commence à s'entraîner, ne serait-ce que dans quelques mètres. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est ce que m'a enseigné euh, ce groupe de personnes. Je rappelle les noms, Franck Tessier et Claude Chapuis. Alors, Claude Chapuis, on a souvent dit, il crie, il grogne, mais au moins il fait rentrer les messages. Et apparemment, hélas, quelquefois, les messages sont pas assez bien rentrés. Alors, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui ont abandonné, il y a des gens qui sont morts. Parce qu'à un moment, hélas, ces règles n'ont pas été respectées. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Je pense que j'ai été très vite euh, euh, nourri par ça. Ça m'a parlé. C'était une évidence pour moi. Et je pense que c'est dans mon être. Je suis quelqu'un de profondément clivant, de profondément dissident. Je suis quelqu'un de galvanique. Et en même temps, je suis quelqu'un de très généreux et d'honnête. Et d'assez courageux, justement, pour assumer ces définitions qui, pour moi, sont des valeurs. Donc, en fait, ça m'a très, très vite parlé. Et bien évidemment, je voulais être champion du monde, mais je voulais surtout être euh, responsable. Je voulais être, je sais pas, peut-être que j'aurais été pompier si j'avais pas été prof de plongée. Mais voilà, euh, c'est quelque chose qui me parlait. Je l'avais dans mon ADN. Euh, je peux La pas expliquer. préparation et la planification. La surveillance, la préparation, la planification, ainsi de suite. Et Mhm. donc la préparation, je t'en ai parlé effectivement, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Et la planification, qui est encore plus importante, c'est qu'une fois que tout est prêt, il faut partir du principe que malgré que tout soit bien préparé, il puisse y avoir un problème. Et là, il faut planifier la réponse. Et il faut que cette réponse, elle soit automatique. Il faut automatiser la réponse. Et ça, c'est super important. À l'instar d'un pilote de Formule 1 qui arrive dans un virage sans visibilité et qui a un obstacle, il est lancé à 320 km/h et tu n'arrives pas à expliquer comment ce mec-là, il arrive à mettre un coup de volant pour éviter l'obstacle sans aller se cracher dans le mur en face, reprendre sa trajectoire et continuer sa course. Ben, c'est ça la planification. La planification, c'est partir du principe que même si on a tout bien préparé, ça peut à un moment merder, ça peut basculer dans l'horreur et il faut y être prêt. Et donc, il faut avoir un deuxième et une troisième cellule, une deuxième et une troisième cellule d'intervention derrière pour pouvoir intervenir, c'est-à-dire des systèmes de sécurité, des systèmes d'évacuation, des systèmes de fonctionnement que ce soit axé sur la logistique humaine, matérielle, même financière. Et ça, c'est super important. C'est ce qu'on appelle en fait un cahier des charges. Et ce sont les deux choses les plus importantes quand on se lance dans une aventure. Et ce que j'ai appris au travers des années de travail avec Chaps, qui étaient des années de travail, je dirais, plus administratives que sportives, c'est qu'il faut absolument, absolument mélanger le fond et la forme. Ça, c'est très, très important. Le brouillon et la finalité se font en même temps. C'est ce qui fait que le projet est magnifique, supra méga solide et qu'il perdure. Et je pense que mon omniprésence sur Terre euh, me donne à penser que j'ai pas vraiment tort. Voilà. Et du coup, Pierre, pour revenir sur les championnats 2019 dans la rade de Villefranche, il y avait eu une polémique autour, je crois, d'une athlète japonaise. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'était passé? Alors oui, mais ça n'est pas une polémique autour d'une apnéiste japonaise. En C'est fait, une c'est très décision des juges. Ouais. en 2002,
pardon, en 2000, j'avais dit à Chaps, OK, bon, maintenant, tu sais quoi, franchement, basta. Vraiment basta. En 2002, on a refait une compétition. Il m'a dit, tu reviens? Je dis, bah, bien sûr. Après 2002, j'ai dit, non, vraiment là, vraiment, basta. Stop. Mais vraiment, vous m'oubliez, quoi. En 2005, il me dit, tu veux bien revenir Et donc, je suis revenu et puis c'était génial. Donc, et puis après 2005, j'ai dit, bon, là, vraiment, stop, hein. Oui, oui, stop. Et en 2019, il me dit, tu veux bien revenir pour organiser? Donc, bien évidemment, j'ai dit oui, mais j'ai dit, par contre, je ne viens qu'à une seule condition, c'est que c'est moi le responsable de la sécurité. Je ne veux pas être organisateur, je veux pas être en lien avec les athlètes, avec les fédérations, tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, je veux m'occuper de la sécurité parce que j'ai vu comment ça se faisait un peu ailleurs. Il y a des choses bien, il y a des choses peut-être améliorables. On est chez nous, je veux m'en occuper de A à Z. C'est moi le boss ou je viens pas? Il m'a dit feu. Donc on a fait ça, on a mis en place pendant 6 mois une super cellule de travail, vraiment une super cellule de travail. On s'est inspiré de ce que pouvaient faire de mieux tous les organismes qui existaient à travers le monde. Alors, c'est pas parce qu'on a inventé l'apnée, nous, en 96, et tous les systèmes de sécurité de l'époque qu'on avait raison, hein, parce qu'il y avait plein de nouvelles choses, bien comme moins bien. Bon, le scooter, c'est pas super, mais bon, ça existe, on va l'utiliser. Bon, il y avait plein de choses qui allaient très très bien. Donc, on a mis en place, donc j'ai créé une structure qui s'appelle le Freediving Safety Academy, euh, qui est devenue la première structure. Bon, maintenant, il y en a plein, mais à l'époque, c'était la première structure qui proposait de former officiellement, on va dire, des apnéistes de sécurité pour des compétitions officielles. Bon, maintenant, il y en a plein à travers le monde qui sont reconnus. Depuis 2019, la mienne ne l'est plus, c'est pas grave. Moi, je me Ah oui, reconnais. t'as perdu la AIDA et la CMAS ne reconnaissent plus ton école? Non, c'est pas perdu, c'est même pas perdu, c'est de la politique, on s'en fout de la politique, c'est pas ça qui fait avancer le monde. Bref, et donc on a mis ça en place, et bien évidemment, quand tu organises une compétition, il y a des règlements, il y a une fédération, il y a un organisateur, bon, et tout le monde avance de pair. Lorsque la compétition est sur le point de débuter, je vais dire à quelques jours, je ne te parle pas de semaines, mais quelques jours, le règlement a changé. Et dans ce règlement, il est stipulé que les apnéistes de sécurité, enfin, ce qui est écrit de façon, ce qui est écrit, ce qui est tacite, on va dire, ça n'est pas écrit, mais ce qui est tacite dans le règlement, c'est que les apnéistes de sécurité ont perdu leur pouvoir d'apnéiste de sécurité. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui décident s'ils interviennent, ce sont les juges. Tu veux dire, Alors, alors ça c'est à autant la surface parce que sous l'eau ils peuvent rien décider les juges, mais à la surface, ouais ça c'est vrai que les juges c'est eux qui donnent le top départ. le règlement, une semaine avant 2019, stipule que les juges sont les seuls à donner l'ordre d'intervenir à un apnéiste de sécurité. Alors, sous l'eau, bien évidemment, il n'y a pas de juge, ce sont les apnéistes de sécurité. On ne pensait pas qu'il y aurait 29 syncopes le premier jour sur les deux câbles, 17 syncopes le deuxième jour, et je t'en passe et des meilleurs sur les 2 jours qui ont suivi la compétition. Néanmoins, dans le règlement, il est stipulé que ce sont les juges qui donnent l'ordre. Donc moi, je m'oppose à cette problématique en partant d'un principe relativement simple. Le juge, c'est un juge, l'apnéiste de sécurité est un secouriste, ceux qui secourent, hein, c'est français ça? Oui. Oui, ceux qui Ceux secourent, qui oui. interviennent, en fait, ce sont les apnéistes de sécurité. Donc, il est hors de question que ce point soit validable et validé. Donc, il y a une grosse discussion, ça crée une grosse tension. Le point n'est pas modifié dans le règlement. Néanmoins, pendant le comité d'épreuve, il est accordé par les juges que on pourra intervenir et que même si ils doivent dire quoi que ce soit, on pourra intervenir. Très bien. Je ne les crois pas, mais je leur fais confiance. Comme par habitude, avec on va dire, mon éducation catholique, je fais confiance à ce que l'on me dit. Et bien évidemment, d'entrée de jeu, dès la première personne qui fait une performance sur le premier câble, dont je suis l'apnéiste de sécurité en surface,
Cette personne fait une syncope et au moment où je m'avance pour intervenir sur cette personne, je suis bloqué par le juge. Je ne veux pas croire qu'il me bloque. Je pense simplement que en voulant intervenir ou quoi que ce soit, alors qu'il n'a pas à intervenir, il m'a peut-être mis un coup de main, il m'a peut-être bloqué. Donc, je le pousse gentiment, j'interviens et au moment où j'interviens, je me fais ceinturer par cette même personne. Je dis bien ceinturer. Donc, un plaquage de rugby, tout Et simplement. c'était On est au le premier juge jour. principal en jaune ou On c'était un est, juge assistant? on est, on est, on est au premier jour de la compétition sur une performance maximale dans une discipline très compliquée qui est la brasse, Ouais. hein, Bah, il faut CNF, qu'on s'en c'est accompagne. carton, hein, en général. Et donc, intervention directe du juge qui me ceinture. Donc, bon, moi, j'ai fait du judo. Tu imagines bien que ça s'est très mal passé. Tu me ceintures pas. En plus, je suis en train de secourir quelqu'un qui est en train de boire la tasse. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça. La journée, elle n'a eu de cesse de vivre des périodes comme celle-là, parce il y avait plusieurs câbles. C'était des norias hein, de sécurité. C'était pas toujours le même apnéiste de sécurité en surface qui faisait la sécurité ou la surveillance. Et donc, à tour de rôle, on s'est retrouvé gêné par les juges. Donc, c'est un point qu'on a relevé, qui a commencé à apporter qui a été problématique en fait, hein, qui a été en fait une vraie problématique dans le règlement. Et là, il y a eu une très très grosse tension entre les juges et le comité d'organisation dont je faisais partie. Donc bon, la compétition a continué et je vais vous passer certains détails, mais disons que le troisième jour, on s'est retrouvé effectivement sur le câble de départ avec l'annonce faite par une athlète que j'avais moi-même évacué la veille pendant un entraînement non officiel. C'était Je l'avais Anaco? fait, je l'avais faite, je ne dirai pas de nom, Ouais. l'histoire, elle raconte ce qu'elle a raconté. Hmm. Puis bon, vous le savez, ça a assez fait de polémique. Je crois que j'ai eu 16 000 messages sur Internet, donc je pense qu'il y a bien assez de noms. Il y a eu assez de noms. Mais Euh, c'était elle, c'était la japonaise, c'est ça? Juste pour être clair, pour tout bien à fait, comprendre. tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. La veille de la performance, non pas l'avant-veille, mais la veille, cette même personne, elle est évacuée parce qu'elle s'entraînait sur une structure non officielle et elle est évacuée. Elle est évacuée par mes soins parce que je suis présent à ce moment-là. Je ne fais pas la sécurité, je fais autre chose, mais je me rends compte qu'il y a un problème. Je m'approche, j'évacue cette personne, je la fais évacuer par le médecin officiel de la compétition C'était Karl à l'époque? par le médecin officiel de la compétition et elle est évacuée à l'hôpital officiel de la compétition. Cette même personne, je la retrouve sur le câble de départ le lendemain matin. Donc, on me cache, moi qui suis le directeur de la sécurité, le responsable d'équipe, le mec qui fait les briefings. Je ne vois pas la liste de départ le matin lors de mon briefing. Elle est soi-disant pas encore imprimée, ok, pas de problème. Hmm. J'insiste, mais on ne me l'apporte pas. Le briefing, bon, il faut le finir. On fait le briefing. J'arrive sur le site et au moment où les athlètes arrivent, cette même athlète que j'ai évacuée la veille se retrouve sur le cap de départ. Donc, elle est dans la zone de transition. Je vais voir le médecin en question. Je lui dis, c'est quoi ce problème? Il me dit, ouais, non, mais tu comprends, en fait, bon, on n'a pas. Bon, mais c'était pas dans le cadre de la compétition. Donc, bon, le règlement, il est un peu. Bon, mais puis les juges ont dit que. J'ai dit, mais les juges, on s'en fout. Et le médecin officiel, elle a rien à foutre là. On sait très bien ce qu'elle a fait. On sait très bien là où elle va. Et elle a rien à faire là, quoi. Elle doit pas descendre. Si elle descend, ça va vraiment très, très mal se passer. On sait très bien comment ça s'est mal passé le premier jour, comment ça s'est mal passé le deuxième. On sait très bien que les athlètes refusent d'aller au centre hyperbar. Il y a des mecs, quand on a ouvert l'ambulance, ils sont partis en courant de l'ambulance. Ils ne sont pas allés à l'hôpital parce qu'ils savaient très bien que si on les diagnostiquait, ils ne pouvaient pas continuer et la Hmm. compétition et le circuit de compétition. On parle d'OAP, on parle d'OPI, on parle de très graves accidents de plongée, hein.
Et on parle surtout de l'image de notre sport. Et donc, je dis, mais moi, il n'y a pas moyen que cette personne, elle plonge là. Il dit, non, mais de toute façon, les juges ont décidé. Donc, les juges ont décidé, très bien. Donc, je double le système de sécurité à ce moment-là, ce qui sert bien évidemment à rien, puisque la personne ira quand même au fond. Je double les systèmes de sécurité, je change le protocole de départ, je le fais savoir au directeur de câble, dont je tairai le nom, mais que tu connais très très bien. Je le dis à l'organisateur qui me dit je sais, je sais, je sais, je sais, qui est aussi tendu que moi, sinon plus. Et puis bah, l'athlète part et revient, et on voit très bien ce qui se passe. Donc la personne arrive en pleine perte de ses capacités moteur, perte de connaissance, perte de contrôle moteur, pardon, perte d'intégrité physique avec perte de connaissance, perte de contrôle moteur, agrippé au câble, Mhm. Ouais. incapable de faire quoi que ce soit, si ce n'est que d'être agrippé à ce Mais câble. les Donc, images sont choquantes, ouais. bon, merci. Merci, merci de le rappeler. Donc, Mhm. qu'est-ce que je fais? J'interviens. Et là, on me ceinture à nouveau. Donc là, ça se passe vraiment très, très mal. Vraiment très, très mal. Donc, ce sont mes apnéistes de sécurité qui me déceinturent pour que je puisse intervenir. On se met à trois. Je vous invite vraiment à vous repasser la bande et surtout à écouter la bande son de cette intervention. Donc, on intervient sur cette personne. On fait ce qu'il faut pour qu'elle n'ait pas ses voies aériennes réimmergées. Et je peux vous dire que c'est très, très dur. On n'arrive pas à la décrocher du câble parce qu'elle est dans une situation euh, de tension énorme. On la soutient et on la maintient parce que je peux vous dire que sous l'eau, c'est une bagarre de folie. On l'évacue, on la met sous oxygène pendant l'évacuation, on la hisse sur le bateau. Ça dure plus de 3 minutes. Et lorsque l'on arrive sur le câble officiel, on voit un carton blanc dressé avec la validation de la performance. Donc, on continue la compétition avec, je dirais, une monopalme en travers la gorge. Et le soir, au comité d'épreuve, effectivement, je demande à ce que cette performance soit visionnée à nouveau. Donc, en fait, je fais comme un athlète, c'est-à-dire que je porte réclamation et je demande à ce que soit revisionnée la bande. Si d'aventure la bande n'est pas revisionnée, alors je ferai ce qu'on a appelé une grève. C'est pas du tout une grève en fait. Je ne me présenterai pas le lendemain avec mon équipe de sécurité sur la compétition pour que la compétition puisse avoir lieu. Donc il a fallu que je fasse ça, que je fasse ce que l'on a appelé un blackmail en anglais, d'accord? De façon à ce que l'on revisionne les bandes. Les bandes ont été revisionnées. Apparemment, il a fallu quand même rediscuter de la, comment dire, de l'intégrité de l'athlète à la sortie de l'eau. Bon, je passerai de commentaires sur cette analyse. Et on a effectivement mis un carton rouge à cet athlète suite au revisionnage de cette performance. Très Et bien. c'était La pourquoi? Pour défaut de protocole ou parce que l'intégrité physique, enfin, c'était quoi la réponse des juges? Écoute bien, écoute bien. Ce qui est magnifique, c'est ce qui va se passer le lendemain. Donc, je ne sais plus pour quelle raison. Alors, disons que la seule justification qu'ils ont pu donner, c'est que le hockey avait été donné 30 secondes après la sortie officielle de l'athlète. Hmm. Donc, c'était au-delà des 30 secondes. À l'époque, c'était 30 secondes. Ok. Aujourd'hui, c'est C'est- 15. Non, mais c'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, bon, enfin, on a vu dans quel état la personne était. Je te parle même pas sous l'eau, hein, mais je te parle ne serait-ce qu'en surface, Hmm. de l'image que ça a pu représenter. Si on parle d'intégrité physique, je vois pas où est-ce qu'elle est. Enfin, néanmoins, je vais pas revenir là-dessus. C'était il y a 6 ans.
Mais bon, donc non, on va dire que c'est parce que le carton blanc a été donné 30 secondes après. Donc c'est pour ça qu'on ne valide pas la performance. Très bien. Moi, à partir du moment où elle n'est pas validée et qu'on peut dire qu'à un moment, il y a pas il y a effectivement une perte d'intégrité physique avec perte de connaissance et qu'il n'y a pas une très belle image donnée du sport et de la performance, à ce moment-là, ça me convient. Le lendemain, donc la compétition reprend. Ah tiens, c'est marrant, le lendemain, c'est la tentative de notre athlète qui tente pour la 19e ou 20e fois un record du monde dans une discipline dont il est expert. Et comme elle était annoncée, apparemment, c'était vraiment important que la compétition ait lieu ce jour-là. Donc peut-être que ça tombe bien qu'on soit là pour faire la sécu. Super. Attends, Néanmoins, c'était qui a annoncé quoi? bah, tu regarderas la compétition à l'époque et tu verras. Bon, il y en a pas beaucoup hein, qui ont plus de Bah, c'était quoi? C'était 25 oui, records du monde c'était dans une Alexei discipline. Molchanov en CNF. C'était quoi Bon, bah, tu regarderas, je te dis que Bon, bah, je je n'ai jamais vu. regarderai Pierre. On fait ça. Et donc, quand Alexei donc, fait sa perf superbement réalisée, euh, à ce moment-là, la compétition continue. Et le soir, donc le jeudi soir de la compétition, on redonne la victoire à l'athlète que l'on avait disqualifié la Hmm. veille. Voilà. Donc, Donc, Hanako, ouais. Donc, c'est quand le même carton génial. rouge redevient un carton Ouais. blanc. Donc, voilà le pouvoir que peut avoir à un moment ce que Claude appellerait la politique. Et c'est donc à ce moment-là que je prends ma plume et j'adresse ce message à la communauté apnéique entière, en français et en anglais. Alors peut-être que mon anglais de l'époque n'était pas assez incisif et assez clair et que peut-être que certains propos n'ont pas été bien compris. Je n'ai pas besoin qu'ils soient compris, mes propos, puisque de toute façon, ils parlent d'eux-mêmes, du moins l'action parle d'elle-même. Et donc, c'est ce qui a donné toute cette polémique et cette espèce de parti pris d'un côté, ceux qui, on va dire, étaient d'accord et ceux qui ne l'étaient pas. Voilà, j'ai toujours été quelqu'un de très clivant et dissident euh, parce que je suis toujours parti du principe que c'était la vérité qui était importante, la justice et l'honneur. J'ai toujours détesté les tricheurs, j'ai toujours détesté le dopage, j'ai toujours détesté le pouvoir euh, mal utilisé. Et, euh, et j'ai vraiment senti qu'à ce moment-là, EIDA, je parle bien de EIDA, c'est-à-dire la structure euh, AIDA International qui organise les l'a fait championnats du monde. grandir et dont je fais partie des précurseurs. Euh, les premiers règlements de compétition, j'ai fait partie de ceux qui les ont écrits. Enfin, c'est quand même dingue. J'ai fait partie des premiers instructeurs, des premiers juges, des premiers ce que tu veux, des premiers compétiteurs, des premiers médaillés, des premiers apnéistes de sécurité. Enfin bref. Ben, Ida avait vraiment basculé dans l'horreur. C'est d'ailleurs une phrase que je dois dire. Voilà. Alors, c'est pas pour autant que euh, je me suis jeté dans les bras de l'ACMAS ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai dit qu'à ce moment-là, euh, les gens qui étaient à la tête de cet organisme avaient, à mon sens, vraiment fait n'importe quoi et qu'ils montraient une image horrible de notre discipline. Comment est-ce que tu veux, à un moment, que des profs puisse dire à des parents, mais oui, bien sûr, c'est un sport qui ne comporte aucun risque. Nous optimisons la sécurité. Vous pouvez me confier votre enfant de 8 ans. Il va venir pratiquer la randonnée palmée, le ramassage de coquillages, la plongée scaphandre. On va l'initier à la plongée libre dans peu de profondeur. Il n'y a strictement aucun risque. Mais qu'en même temps, comment veux-tu que cette personne soit légitime si à la télévision, on va montrer cette même personne ou ses pairs prendre des risques incommensurables et hallucinants dans un sport que l'on catalogue comme extrême, qu'il est, mais euh, comment dire, quand il est pratiqué en optimisant la sécurité, bah, il est vachement moins extrême que ça quand même. Mais surtout s'il est pratiqué avec des valeurs fondamentales de sécurité euh, et d'humilité. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. Tu ne peux pas cautionner ce qu'on a vu au nom de rien en plus. Il n'y a pas de millions de dollars à gagner, il
il n'y a pas de titre de quoi que ce soit, il n'y a rien. Ça n'est qu'à partir du moment où on le considère comme on doit le considérer, un sport amateur pratiqué par très peu de gens, qui est relativement médiatique, et encore, qui n'intéresse que très peu de gens, et dont les médias se sont toujours nourris À travers des scandales et des morts. l'accidentologie de la pratique de Mm. cette discipline. Moi, à la fin de ma carrière sportive, lorsque mon attaché de presse demandait à des journalistes s'ils venaient sur la performance, on leur disait, il y a des risques qu'il y ait un accident ou pas? Parce que bon, sinon, si c'est toujours la même chose, il sort de l'eau, il réussit, là, la plaquette, bravo, on applaudit. Bon, il n'y a pas trop d'enjeu, quoi. Voilà. Enfin, c'est pas ce qu'on demande dans un match de foot, un match de boxe ou une course de Formule 1. Voilà. Donc, cette étiquette de l'apnée, hélas, on s'est toujours évertué avec les apnéistes de ma génération et les générations d'après à essayer de le gommer, de l'effacer. Aussi bien la Fédération française qui a tardé à se mettre à la compétition parce que justement l'apnée n'avait pas une super belle image, que la CMAS qui a tardé à se mettre à la compétition parce que la même chose, parce qu'ils ne se sont pas sentis prêts au début à s'investir là-dedans. Qu'à d'autres athlètes qui ont décidé à un moment peut-être de basculer du côté de l'enseignement parce qu'ils ne se sentaient pas prêts à encadrer des gens en grande profondeur parce que c'est dur, c'est compliqué, ça demande de l'investissement, c'est dangereux. Et donc, ça n'est pas pour rien en fait que des têtes super bien pensantes comme la cellule apnée de la Fédération française, comme Aida France à l'époque, comme n'importe quel président de n'importe quel club de plongée en France, quel qu'il soit, affilié à n'importe quelle fédération, quelle qu'elle soit, à un moment se mettent à réfléchir, à créer des checklists et à mettre en place des protocoles de sécurité, des règlements intérieurs pour que les pratiques soient faites de façon optimale. Ça n'est pas pour rien. On ne va pas balayer tout ça sur une compétition parce qu'elle est mondiale au titre de rien, en fait. Ça n'est pas possible. Et donc, c'est comme ça que cette polémique a débuté. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'elle a perduré. Et voilà, la première partie de l'histoire de Pierre Frolat prend fin, mais ne soyez pas tristes car nous nous retrouvons dimanche prochain pour la deuxième et dernière partie. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous, à l'université si vous êtes étudiant, dans votre entreprise, à votre collègue, même à celui que vous n'aimez pas trop. Parlez-lui de la Freediving Family, peut-être que ça va l'aider à se détendre parce qu'il va découvrir l'apnée, qu'il va commencer à respirer et qu'il va se détendre le pépère. Alors parlez du podcast et de l'apnée autour de vous, mais surtout n'oubliez pas de noter 5 étoiles le podcast sur les plateformes Spotify, Apple Podcast ou encore Deezer. Si vous êtes un grand supporter de l'AFF, Freediving Family, devenez tipeur à partir de 1€ par mois. Pour le moment, on n'est que 6 et on a réussi à collecter 16€ par mois. Je sais qu'on peut faire mieux, vous êtes plus de 100 personnes par jour à écouter la Freediving Family. Vous pouvez retrouver le lien pour tiper sur la page Instagram Freediving Family, le podcast 100% apnée. Allez, on se retrouve dimanche prochain. C'était Julien Moreau en direct de Dahab pour la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Bisous, cœur et grand bleu. Cet épisode est aussi soutenu par l'école d'apnée Blue Addictions. Elle est basée dans le sud de la France, à La Londe-les-Morts et Bornes-les-Mimosas. Depuis 2011, Blue Addictions propose des formations AIDA et FFESSM. Vous pouvez vous y former comme MEF1, passer votre RIFA ou encore faire votre AIDA 4. Que vous soyez un club, un débutant curieux ou un apnéiste confirmé, Blue Addictions vous propose des stages variés, des masterclass avec des grands noms de l'apnée, des ateliers sur la compensation avec Federico Mano. Blue Addictions dispose de 2 semi-rigides équipés de potence amovible et de 2 centres pour vous recevoir avec confort. Blue Addictions, c'est aussi une équipe d'apnéistes compétiteurs au niveau international, avec la Blue Addictions Pro Team. Merci à l'équipe Blue Addictions de soutenir le podcast Freediving Family.